Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Mosaïque Cristal. Utiliser sa voiture pour aller faire les courses dans un supermarché, rien de bien exceptionnel direz-vous. Pourtant cette habitude bien ancrée pourrait expliquer en partie la désertification des centres-villes. C'est en tout cas une réflexion proposée par Claude Wagner dans cet ouvrage. Bonjour Claude Wagner. Bonjour. Alors cet ouvrage s'intitule L'automobile et le supermarché, 50 ans de dérive consumériste. C'est un essai dans lequel vous revenez sur nos modes de consommation et on va en parler un petit peu plus tard dans l'émission. Et on en parle aussi avec toi Sandrine, salut. Salut. Alors avec nos internautes, tu reviens sur la fréquentation des grandes surfaces. C'est ça, tout à fait. Et on lira leurs commentaires également dans la foulée. Mais on démarre d'abord notre émission au gymnase du Himmelsberg à Sarreguemines où un événement particulier s'y déroule. Morane, salut. Salut Qu'est-ce que tu fais ? Alors, comme tu peux le voir, je suis en train de m'entraîner et je profite du stage intensif de tennis de table organisé par le club de Sarreguemines. Alors, c'est Eric Mesmer qui est à l'initiative de ce projet. Il est éducateur sportif. Vous le verrez tout à l'heure en interview. Vous découvrirez aussi l'épongiste en pleine action. Moi, je te laisse sur Annie. Je reviens vers toi tout à l'heure. Il faut que j'améliore ma relance. Entraîne-toi bien. Merci Morane et merci à Marie-Morgane également. On revient vers vous très rapidement, mais le temps des infos en bref. Des activités pour tous les goûts, c'est à Airtrix, chez Best. Tollé général sur les réseaux sociaux suite à la prise de parole de Jean-Louis Masson au Sénat lors du débat sur le texte de loi interdisant le port de signes religieux pour les parents accompagnant les sorties scolaires. Après avoir comparé les femmes voilées aux sorcières d'Halloween, le sénateur mosellan a déclaré « C'est les communautaristes qui vivent avec nous, qui sont dans notre société, qui doivent s'aligner sur notre société et s'ils ne sont pas contents, ils n'ont qu'à retourner d'où ils viennent ». Conflits, prises de bec et manipulations peuvent donner naissance à des pièces de théâtre. La troupe du Sarregueminer Platttheater remonte sur les planches avec une pièce de Bernd Gombold, Cola, Cash und Kaugummi. Représentation dimanche à Puttelange, puis mi-novembre au Casino des Faïenceries à Sarreguemines. La tournée se poursuivra en janvier, notamment à Sarralbe, et les représentations à Woustviller sont offertes aux seniors par la Casque. Une sculpture comme panneau de signalisation. L'œuvre intitulée Le Monde en marche de l'artiste Yannick Lang, acquise par la famille Reslinger il y a un peu plus de 10 ans, a été installée près du rond-point de la voie verte, direction Schorbach. Les regards des personnages de la sculpture pointent en direction du centre d'art de Schorbach, une manière de guider les visiteurs dans la bonne direction. Bettwiller fait partie de la nouvelle liste de communes reconnues en état de catastrophe naturelle pour les dommages dus à la sécheresse et à la réhydratation des sols entre le 1er juillet 2018 et le 31 décembre 2018. Les personnes ayant subi des dommages ont 10 jours à partir de cette date pour déclarer les dégâts à leur assureur. Avec l'Office de tourisme, le territoire rayonne du local à l'international. C'est le moment de regarder côté ciel. Voici les prévisions météo pour demain. Avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements sportifs. Pour demain, la matinée débutera avec un ciel assez dégagé, mais les nuages seront de plus en plus nombreux au fil de la journée. Pas de précipitations au programme, mais des températures encore plus fraîches qu'aujourd'hui, avec de 3 à 5 degrés le matin et de 9 à 11 degrés en journée. Demain, nous serons le jeudi 31 octobre, nous fêtons les Quentins. Le soleil nous accompagnera de 7h17 à 17h12. Et n'oubliez pas, demain, c'est aussi Halloween. Il est encore temps de décorer vos maisons. Si ce n'est pas encore fait, voici quelques idées de décoration que nous a envoyées Chantal. Elle a pris ses photos à la fête du Potiron de Logalheim. De quoi vous donner plein d'idées pour Halloween. Un grand merci à elle et si vous aussi vous voulez nous envoyer vos photos, écrivez-nous par mail ou alors sur notre page Facebook. On ne dit plus ping-pong, mais tennis de table. Et justement, en ce moment, se déroule un stage intensif au gymnase du Himmelsberg de Sarreguemines avec plusieurs clubs d'Alsace-Moselle. Un reportage de Morane Grandcola et Marie-Morgane Lorenz. Les balles fusent au gymnase du Himmelsberg de Sarreguemines. L'association sportive sarregueminoise de tennis de table, la SSTT, organise pour la première fois un stage intensif.
Le but, promouvoir le sport et permettre aux pongistes de bénéficier d'un entraînement particulier. Le stage se déroule sur 2 jours, il représente l'équivalent d'un mois d'entraînement. Au programme, travailler les déplacements et les échanges afin d'améliorer la rapidité, les réflexes, la précision et l'anticipation. Au total, 6 clubs d'Alsace-Moselle sont présents aujourd'hui. Ce ne sont pas moins de 21 pongistes qui s'échangent les balles. Ils sont répartis dans 3 catégories, débutants, intermédiaires et compétiteurs. Tous sont là pour s'entraîner, mais aussi passer un bon moment. Ça me permet de bouger pendant les vacances et d'améliorer mon niveau au tennis de table. J'ai appris à faire des revers parce qu'on faisait que des coups droits avec mon entraîneuse. Et après, on ne faisait pas les mêmes entraînements avec mon entraîneuse. Pour apprendre de nouvelles techniques, pouvoir jouer à un plus haut niveau, m'améliorer quoi. Comme ça, au moins, on peut rencontrer aussi d'autres personnes et jouer avec d'autres niveaux. Le stage se poursuit demain. 20 pongistes sont inscrits. Nouez vos lacets, préparez vos raquettes et travaillez votre service. La partie va commencer. Et on retrouve Morane en compagnie de l'entraîneur et organisateur du stage de tennis de table. Morane, tu as posé la raquette, dis-nous en plus. Alors Uranie, maintenant je me trouve en compagnie d'Éric Mesmer qui est entraîneur et éducateur sportif. Éric Mesmer, bonjour. Bonjour. Alors dites-nous, aujourd'hui il y a 6 clubs d'Alsace-Moselle qui participent à ce stage. Comment s'est passée l'organisation ? L'organisation s'est passée au niveau des invitations. On a invité par mail et comme moi je suis entraîneur et je tourne sur toute l'Alsace Bossu et Moselle-Est. Donc au niveau de l'organisation c'était quand même assez facile à faire. Il suffisait d'inviter les clubs et puis ensuite... Comme je rentre dans les clubs tous les semaines, les mardis ou vendredis dans les clubs voisins, donc après il y avait beaucoup de pubs à bouche à oreille et c'est cette action-là qui marche le mieux. Et donc en quoi c'est important, quel intérêt pour les pongistes en fait de proposer ce genre de stage ? Ce qui est super important, c'est au niveau des congés scolaires, c'est quand même un volume d'entraînement sur 2 jours qui est à peu près sur 12 heures, qui a un volume sur un club à peu près d'1 mois d'entraînement intensif. Et donc ce qui permet aux jeunes aussi au niveau de la progression, au niveau de l'intensité et bien sûr au niveau de la progression du joueur. C'est ça qui est vraiment important, quoi. Et donc est-ce qu'il y aura d'autres événements comme celui-ci prochainement ? Alors moi j'ai fait des stages scolaires pendant les périodes de vacances scolaires, donc chaque année. Prochain stage, il aura lieu à Sarre-Union, ça c'est sûr. Après pour les vacances de Pâques, je délocalise toujours un stage à Drohlingen. D'accord. Et j'en fais également à Sarre-Union aussi. Et des fois, je suis appelé sur des missions au comité des départementales en Alsace, comme je sors d'un stage la semaine dernière sur 3 jours, un stage à Saverne. Et puis pendant les grandes vacances, je fais toujours un stage de 3-4 jours à Obergalbach, qui est aussi un club voisin, et puis et qui ramène énormément de choses. Ça porte vraiment ses fruits et c'est super intéressant au niveau jeune et au niveau de la progression du joueur ou de la joueuse. Très bien. Alors, comme vous l'avez entendu, le prochain stage intensif se déroulera à Sarre-Union en février. D'ici là, vous pouvez vous inscrire via votre club pour les pongistes et pour les non-initiés, si vous êtes curieux, vous pouvez tout de même participer à ce stage. Le club vous ouvrira ses portes. Je te rends l'antenne. Depuis quelques jours, vous avez sûrement aperçu des silhouettes étranges aux abords du rond-point de la voie verte, direction Schorbach. C'est une sculpture métallique installée depuis quelques semaines qui surplombe les hauteurs. Thibaut Desmerlet a enquêté. Du haut de ses 4 mètres, cette famille de métal attire les regards. Il s'agit d'une œuvre intitulée « Le monde en marche » de l'artiste Yannick Lang, acquise par la famille Resninger il y a un peu plus de 10 ans. Durant son installation, les ouvriers communaux ont pris soin de la renforcer contre d'éventuelles dégradations. Cette sculpture, qui pointe son regard vers Schorbach, est utilisée pour amener les gens vers le centre d'art Grossergarten, haut lieu de la culture en milieu rural. Et cette idée-là, qui a germé certainement dans la tête de mon mari, qui est très imaginatif, eh bien, tout à coup, ça s'est imposé, c'était naturel, puisqu'il y avait une direction qui était indiquée, et chez nous, elle était vraiment très grande. Donc, naturellement, la commune a dit, ben oui, pourquoi pas, et ça s'est fait comme cela, parce que c'était la bonne idée. Cette œuvre symbolise la mise en route du monde vers la culture. Elle ornait la propriété de la famille Resninger, elle se trouve désormais sur le terrain de la commune, et le couple projette de la donner pour Schorbach. Elle apporte une curiosité, une attractivité supplémentaire pour guider les personnes vers le village.
attirer les gens vers le village pour découvrir d'autres sculptures, notamment sur le long du sentier. Il y a encore 2 sculptures qui rentrent sur le même thème de la famille, sur le sentier qui relie le village au centre d'art. Dans un futur proche, la sculpture sera complétée par un panneau en voie de conception. Désormais, la famille métallique siégera définitivement sur les hauteurs. Le lièvre à 3 pattes, le Oudada ou encore l'homme à la borne, ces êtres fabuleux ont existé à Houndelin et ils existent même peut-être encore. Les aînés de la commune ont parlé de ces créatures fantastiques à la jeune génération. Un reportage de Guillaume Dumonteil. On raconte que les poules ne pondaient pas d'œufs, que les gens se disputaient. C'est diablerie et cela se passait juste ici, à Houndelin. Ces aînés de la commune, véritable mémoire du village, savent même précisément où ces êtres fabuleux ont été vus, comme le Oudada, rue des Romains. Ils ont indiqué aux enfants comment réagir au mieux en présence de ces êtres pas toujours bien intentionnés, que sont les sorcières, le feu follet ou l'homme à la borne. Cette veillée autour des légendes du village stimulait l'imagination. C'était un beau moment d'échange intergénérationnel programmé dans le cadre du festival Lire en Fête, partout en Moselle. Qu'on a récolté. Autre rendez-vous culturel libre et gratuit prévu à Houndelin, le spectacle de contes Le Tourbillon de la vie. Il aura lieu le 5 novembre à la Maison du Temps Libre à partir de 19h30. D'une pierre, 4 coups. Une remise des prix s'est déroulée dans les locaux de la communauté d'agglomération Sarreguemines Confluence pour récompenser les gagnants de 4 concours. Il y en avait 3 de proposés lors de la fête des fleurs, en plus du traditionnel jeu présent dans la publication Entre Sarre et Blise. Au total, 4 communes et 21 personnes ont été récompensées par la casque. L'automobile et le supermarché, 50 ans de dérive consumériste. On parle du livre de Claude Wagner juste après la pub et on ira voir également vos commentaires. Et on terminera bien sûr avec notre émission culinaire. A tout de suite. L'assainissement avec le SDEA, des professionnels au service de tous au pays de Beach. Nous sommes à Ingwiller. Chaque matin, 5 équipes de Moder Habitat sillonnent le territoire. Leur spécialité, la couverture, le crépissage et l'isolation. Leurs chantiers fleurissent aux 4 coins de la région. Ce succès grandissant est le fruit d'un travail de qualité et d'un choix de produits de grande fiabilité. Le tout est associé à une prestation de conseils pointus sur les aides et subventions potentielles. Couverture, crépissage et isolation, faites confiance à Moder Habitat. L'abordage chez Best du 26 octobre au 2 novembre. Ouverture exceptionnelle le vendredi 1er novembre. Fleur Crêpes à Rohrbach-les-Beach, c'est l'excellence pour vos fleurs. Sous nos serres, découvrez un large choix de fleurs et plantes pour la décoration de vos jardins, balcons et balconnières. Nos chrysanthèmes vous attendent pour passer une belle Toussaint. Choisissez le meilleur pour vos fleurs. Choisissez Fleur Crêpes. Toutes les tendances déco sont chez Pink, saison par saison. Et pour toutes les occasions, votre paradis déco vous accueille sur plus de 1000 mètres carrés. Venez chez nous. En plus, le parking est gratuit à l'arrière du magasin. Pink, à Sarrebruck, à côté de l'Europa Galerie. Alors Claude Wagner, vous êtes professeur de sciences économiques et sociales, docteur en sociologie. Vous êtes l'auteur de 4 ouvrages maintenant, c'est bien ça. Alors vous allez nous parler de cet ouvrage-ci, L'automobile et le supermarché, 50 ans de dérive consumériste. Avant de vous poser ma première question, j'aimerais quand même qu'on rappelle, on n'est pas là pour boycotter les grandes surfaces, bien sûr, c'est une réflexion, c'est ce qu'on appelle un essai critique que vous nous proposez aujourd'hui. Alors qu'est-ce qui vous a poussé à écrire sur ce sujet ? C'est les transformations de la vie sociale en général qui me poussent justement à écrire. C'est l'observation de la vie sociale en général qui m'intéresse. Et
Mon précédent livre portait justement sur la disparition des bistrots dans les villages, des cafés dans les villages. Et en tout cas, dans le fil en aiguille, j'ai pensé que ce serait intéressant d'essayer de comprendre un petit peu pourquoi aussi ces bistrots disparaissent, ces cafés disparaissent, et en l'occurrence, le supermarché, les hypermarchés, ils sont pour quelque chose, je pense. Et alors, est-ce que vous aviez des cas concrets à votre disposition je pour suis écrire ça? de Rohrbach-Liebitsch déjà, donc j'ai vu Rohrbach-Liebitsch se transformer, la vie sociale se transformer. Mes parents sont commerçants, étaient commerçants en tout cas. Ma mère tient encore le café du village avec ma tante, et je vois bien les choses se transformer petit à petit, et la voiture prendre le dessus sur une vie sociale qui était autrefois très très animée. Hein. Il y avait beaucoup de commerces de proximité, alimentaires, boucheries, etc. Et ça manque de plus en plus dans nos villages et aussi dans les villes d'ailleurs. Alors juste peut-être pour synthétiser, on ne peut pas rentrer dans tous les détails, mais pour que nos téléspectateurs comprennent un peu mieux, dans cet ouvrage, vous parlez d'abord de l'arrivée de l'automobile, l'usage un peu plus fréquent par les usagers, qui ensuite va impacter la création de supermarchés, d'hypermarchés à l'extérieur des villes, et aujourd'hui c'est des modes de consommation qui restent encore. Au fil des pages, on comprend que c'est déjà bien ancré depuis par exemple les 30 Glorieuses, et d'ailleurs Sandrine, c'est ce qui se ressent aussi dans les commentaires, c'est bien ancré. Oui, c'est ça, alors les internautes se rendent pour la plupart dans les grandes surfaces. Alors Marie-Jeanne nous écrit: j'adore me balader dans les hypermarchés et y faire mes courses. Le local est hors de prix, hélas. Barbara nous dit par exemple: pour l'alimentaire, c'est Leclerc Drive, quasi exclusivement. Optimisation des promos et autres tickets Leclerc, rationalisation des stocks, pas de tentation ni de superflu. Ah oui. Et au lieu de passer 1 heure dans les rayons, je vais voir ma grand-mère. Alors Alex le souligne aussi, il nous dit: le problème c'est qu'aujourd'hui on n'a plus le temps pour faire le tour de plusieurs commerçants pour faire les courses, il suffit de voir le développement du drive. Et René dénonce également le manque d'accès aux personnes à mobilité réduite dans les commerces de proximité. Il nous écrit: les courses c'est 1 fois par semaine, une corvée allégée par la livraison à domicile, se déplacer, sortir le fauteuil roulant pour ensuite arriver devant les boutiques où il n'y a pas d'accès en fauteuil. Cela arrive encore de nos jours et c'est très frustrant. Cela incite encore plus à commander par internet. Donc autant de raisons qui poussent visiblement nos internautes vers les grandes surfaces. Vous vous attendiez à ce genre de commentaires? Oui, bien sûr. Il y a la fonctionnalité de la voiture, le côté pratique qui est évident. Et on est dans des sociétés qu'on dit utilitaristes, c'est-à-dire qu'on est rationnel, on cherche au plus près à trouver la bonne affaire, à pouvoir aussi se rapprocher au plus près des magasins. D'où le parking, d'où le chariot, d'où le drive maintenant. Mais le drive c'est un peu stabilisé. Il y a moins de succès qu'espéré selon les grandes enseignes, mais globalement quand même, c'est toujours la recherche de la bonne affaire, du prix le plus bas, qu'on peut comprendre, hein, tout à fait. Et on évite les centres-villes parce que justement il y a moins de place, c'est moins pratique, etc. D'où les avantages. Dans les supermarchés ou hypermarchés, on trouve aussi un peu tout au même endroit, donc vous le disiez, c'est plus efficace. Donc c'est un point, le temps et l'efficacité et l'accessibilité, c'est des points que vous abordez dans cet ouvrage. Vous parlez aussi d'autres choses qui m'a interpellée, celui du prix. Alors on comprend au fil des pages qu'aujourd'hui le consommateur qui se rend dans ces grandes surfaces semble ne pas payer le juste prix. Expliquez-nous. Alors le juste prix, c'est justement payer le prix qui pourrait rémunérer tous les acteurs de la filière, parce qu'on est vraiment le supermarché s'inscrit dans la filière agroalimentaire, et tous les acteurs de cette filière ne sont pas rémunérés au juste prix, et notamment je parle aussi des agriculteurs qui sont pressés comme des citrons, comme on dit, sur les prix, et on sait que les revenus des agriculteurs sont très très bas, et ils souffrent de ça, de cette pression constante des grandes surfaces sur leurs prix. Et ça, c'est regrettable. Et ça, il faudrait... Alors, les lois qui essaient d'encadrer, notamment la loi alimentation, qui essaie d'encadrer justement ces prix, n'arrivent pas complètement. Parce que les grandes surfaces, la grande distribution est en position de force dans ce marché qui est relativement sous contrôle des grandes centrales d'achat. Et alors, c'est pas le tout de dresser un état des lieux, il faut aussi parler des alternatives, parce que si on ne va pas au supermarché, où est-ce qu'on se rend? Et Sandrine, toi, tu as des exemples d'alternatives?
Oui, alors Jennifer nous dit je pense que de plus en plus les habitudes des consommateurs changent. Ils se dirigent de plus en plus vers les producteurs locaux, les AMAP et les ruches qui dit oui. Pour ma part, j'aimerais que se développent des magasins en vrac dans la région. Je regrette de ne pas avoir connu l'époque où on allait à la crèmerie, à la poissonnerie. Je trouve ça tellement plus sympa de bénéficier en plus de conseils et du savoir-faire du petit commerçant. Mais je pense que ce genre de consommation va revenir, on commence à le voir. Et Sergio nous écrit également « Je consomme local, j'évite l'industriel autant que je peux ». Alors je rebondis, si vous le voulez bien, sur le terme industriel. Aujourd'hui, c'est comme ça qu'est pensée notre alimentation. Absolument, et c'est un petit peu regrettable parce que c'est vrai que l'hygiène exige aussi que l'on enveloppe tous les aliments, que l'on les conditionne au maximum, etc. Et ça devient donc des produits qui s'accumulent dans les chariots et ensuite dans les réfrigérateurs. On oublie parfois qu'il y a une DLC, une date limite de consommation, et parfois ces produits terminent leur chemin dans la poubelle. C'est un petit peu regrettable. Donc si on achète plus régulièrement du frais, on le conditionne ou on le transforme plus régulièrement, plus facilement, et donc il y aurait moins de déchets aussi par ailleurs. Et donc vers quoi il faudrait tendre finalement, parce que le supermarché ou l'hypermarché tel qu'on le connaît aujourd'hui, il ne va pas disparaître? Non, il ne va pas disparaître, mais on peut imaginer peut-être des antennes de supermarchés dans les centres-villes, réaménager un peu les centres-villes autour de de magasins alimentaires moins importants, pour qu'on puisse s'y rendre aussi de temps en temps. C'est vrai, des magasins en vrac aussi, où on pourrait acheter en plus grande quantité et moins cher. Donc des initiatives locales comme ça qui pourraient donc se mettre en place, avec aussi peut-être des agriculteurs ou des marchés de plein vent, comme on dit aussi, qui se rendraient à tel moment, à tel jour, à tel endroit, pour que les consommateurs puissent s'y retrouver. Est-ce que ce serait à la portée de tous les ménages, parce que les revenus sont assez différents? C'est vrai que la communication quand même des supermarchés et des hypermarchés porte essentiellement sur le prix et sur les prix bas, et tant que les prix seront bas, il y aura toujours une grande partie de la population qui s'y rendra. Mais il faut reconsidérer un petit peu son mode de consommation. Imaginez peut-être que la part de l'alimentation prenne un peu plus une importance dans le budget des familles. Par rapport aux autres dépenses. Par rapport aux autres dépenses, notamment dans l'électronique et dans l'usage que l'on peut faire d'autres budgets, oui. Très bien. En tout cas, on n'a pas forcément le temps de tout dévoiler. Ce n'est pas non plus l'objectif. Si ce livre vous intéresse, il est au prix de 10 € et vous pouvez le trouver dans les librairies à proximité, donc sur le secteur. Bien sûr, même au centre-ville de Sarreguemines. Il faut aller justement profiter de la librairie à Sarreguemines pour acheter le livre. Oui. Merci beaucoup Claude Wagner, et merci à toi aussi Sandrine pour ta chronique. Et on passe à un tout autre sujet à l'approche de la Toussaint, la crémation. En France, elle est autorisée depuis 1887 et après une courbe de démarrage assez lente, elle est devenue une pratique funéraire de plus en plus répandue. On estime à 50% le taux de crémation pour 2020. Alors on s'est intéressé au crématorium de Sarrebruck et je vous propose d'aller dans les coulisses d'un lieu empreint d'humanité. Le crématorium de Sarrebruck a été fondé en 1930 dans une ancienne chambre funéraire située sous le monument aux morts de la ville. Son positionnement, à la frontière française, l'a progressivement conduit à devenir transfrontalier. Les entreprises funéraires allemandes et françaises peuvent y déposer les corps 24 heures sur 24. La prise en charge est assurée par un personnel spécialisé qui va intervenir avec tact tout au long de la procédure d'admission. Un dossier administratif accompagne chaque cercueil. Il comprend le certificat de décès, les autorisations de transport et autorisations de crémation. Il engage la responsabilité du crématorium quant à la procédure employée jusqu'à la livraison de l'urne. Wir haben sogar zwei
Nous avons 2 labels qualité, le label qualité de l'Association des villes allemandes et le label de qualité RAL. Ces certifications attestent de notre capacité à traiter avec respect et dignité le défunt. Et nous nous attachons, mes collègues et moi, à toujours placer l'homme au premier plan. La première étape consiste à acheminer le corps vers une chambre froide où il va rester en attente quelques jours. Ce délai est nécessaire notamment pour les défunts allemands pour obtenir un 2e certificat médical obligatoire. Une fois le dossier administratif en règle, le corps est transporté dans une salle de préparation. Le numéro d'identification attribué au défunt est alors apposé sur le couvercle d'une urne. Puis, une pierre réfractaire portant le même numéro est posée sur le cercueil. La famille peut alors, si elle le souhaite, assister à la dernière phase lors d'une cérémonie organisée dans la chapelle. Jusqu'à 100 personnes peuvent s'y recueillir. Pour un moment plus intimiste, il est proposé une petite salle de recueillement. On peut, grâce à un système vidéo, voir une dernière fois le cercueil avant son entrée en crémation. Le process va durer 3 heures. Puis, la récupération des cendres va débuter. Ensuite, nous retrouvons tout naturellement la brique réfractaire portant le numéro. Ainsi, nous pouvons directement le faire correspondre au défunt. Toute confusion est donc impossible. Le conditionnement des cendres passe d'abord un tri pour isoler les éléments métalliques tels que les vis ou les prothèses. Il est fortement recommandé de ne pas laisser de bijoux sur le défunt. Il est toutefois possible, pour ceux qui le souhaitent, de mettre une bague dans l'urne avec les cendres. Une fois l'urne scellée, le crématorium de Sarrebruck met à la disposition des services de pompe funèbre l'urne qui sera remise à la famille. Choix idéologique, choix financier, l'incinération funéraire, encore marginale il y a 30 ans, trouve en France comme en Allemagne de plus en plus d'adeptes. Claude Wagner, merci beaucoup d'avoir participé à notre émission. Je remontre une dernière fois l'ouvrage en question, voilà, qui est assez reconnaissable avec sa couverture verte. Et puis peut-être à bientôt. Ben oui, j'espère. Sandrine, on te retrouve pour un nouveau sucré salé dans quelques instants. Oui. Et tu vas nous mettre l'eau à la bouche avec cette nouvelle recette. Tu es en compagnie de Christina Hullard. Voici la recette de la tarte au flan caramel. Très bonne journée à tous, bon appétit et à bientôt. Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission Sucré Salé. Comme vous pouvez le voir, aujourd'hui, le lait de ferme est à l'honneur et c'est Christina Hullard de la boulangerie Hullard de Putelangeaulac qui va nous le présenter à travers une tarte au flan. Je vous laisse tout de suite découvrir son portrait. La boulangerie Hullard à Putelangeaulac, c'est là que Christina exerce son métier avec passion aux côtés de son époux Nicolas et de leurs collaborateurs.
Christina a passé son CAP de pâtissier en candidat libre en 2018. C'est en aidant son mari qu'elle s'est prise au jeu de la pâtisserie. Elle aime le travail traditionnel réalisé avec des produits bio provenant si possible de producteurs locaux. L'aventure de la meilleure boulangerie de France sur M6 a été une superbe expérience à ses yeux. Elle est très contente d'y avoir participé et d'avoir été finaliste nationale pour le Grand Est aux côtés de son époux. De belles réalisations et une vie de famille épanouie, la recette du bonheur pour Christina. Bonjour Christina. Bonjour. Alors je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui sur le plateau de la cuisine et avec toi on va faire une tarte au flan un petit peu spéciale. Alors est-ce que tu peux nous en dire plus? Oui, alors là en fait on va partir sur une tarte au flan un peu spéciale avec une saveur que tout le monde apprécie, c'est le caramel. Cool. Bah, génial. Et en fait ça va être quoi? Quelque chose à manger en dessert, en goûter pour les plus gourmands? Comment on déguste ça? Un bon petit 4 heures, un bon dessert avec un bon petit café. Là surtout maintenant quand il va commencer à faire un peu plus frais, qu'on aime bien. Avec un bon goût de caramel qui est très réconfortant on va dire. Voilà c'est ça. Super, bah, j'ai hâte de découvrir ça. Mais avant de commencer on va s'attaquer tout de suite aux ingrédients. Pour cette recette, vous aurez besoin d'une pâte feuilletée et pour réaliser le caramel, il vous faudra 230 g de sucre, 230 g de lait et 70 g de beurre. Pour le flan, il vous faudra 835 g de lait de ferme, 75 g de sucre, 65 g de poudre à crème pâtissière, 2 œufs et un blanc, 2 jaunes d'œufs et une nouvelle fois 75 g de sucre. Pour la déco, vous pouvez rajouter du nappage et du sucre glace. Maintenant qu'on connaît tous les ingrédients pour cette recette, par quelle étape on va commencer? Alors tout d'abord on va réaliser le caramel. Ok. Parce que avant de l'incorporer dans notre flan, il faut quand même qu'il prenne un peu et qu'il refroidisse. Au frais. Voilà. Ok, super. Alors là j'ai besoin de savoir comment on fait parce que j'ai déjà essayé plein de fois de faire du caramel, alors où il était brûlé, où il n'était pas du tout comme du caramel. Alors là il faut que j'ai toutes les astuces pour pouvoir le réussir. Donc là en fait on part sur un caramel à sec. Ok. Donc on a juste à verser notre sucre dans la casserole. Le tout maintenant ça va en fait de rester à côté, de surveiller parce que ça va pas forcément fondre pareil partout. D'accord. Dans la donc en fait à sec ça veut dire c'est sans eau parce que des fois on peut mettre de l'eau avec, c'est ça pour faire du caramel? Oui, en fait il y a différentes manières de faire le caramel. Donc là on part sur juste une cuisson à sec. Ok, d'accord. Donc là on peut mettre le feu bien fort. Comme ça, il y a bien le feu qui est en dessous de toute la casserole. Ok. Donc là, dans cette recette-là, on va chercher un goût de caramel assez prononcé. Comme après, ça va se fondre dans la masse avec le lait. Oui, parce qu'il va être dilué dans le flan, c'est ça? Exact. Ok. Donc on va chercher quand même un caramel très foncé. D'accord. Après, si on aime un goût un peu plus léger, on peut déjà parce qu'on va déglacer avec le lait après. Ok. Donc on peut déjà le faire un peu plus tôt. D'accord. Si on veut quelque chose de plus doux. De plus doux. Donc là, le sucre, il commence à colorer, donc c'est bon signe, c'est ça? Oui, ça commence. Donc là, on voit que ça commence bien à prendre. Devenir liquide. Après, on peut un peu casser en fait les gros morceaux qui se sont tassés. Donc après, c'est normal qu'il brûle un petit peu quand même, parce qu'on veut qu'il prenne un peu de la couleur, comme on disait tout à l'heure. Donc c'est normal si on a l'impression qu'il brûle un peu. C'est justement ça. Donc là, le caramel foncé, on va être dans des températures assez élevées, vers les 175. D'accord. Donc forcément, on a un début d'odeur. Ouais, l'odeur de brûlé. Voilà. Mais on a aussi quand même une sacrée odeur de caramel qui commence à arriver là. Donc là, on coupe le feu. Là, il faut faire très attention parce qu'on va verser le lait qui est froid. Donc en fait, ça va prendre du volume. On y va mollo. Donc le lait, ça s'ajoute feu éteint? Oui. D'accord. Parce qu'il ne faut plus du tout qu'il chauffe. Non. Et là, en fait, on va rajouter notre beurre. D'accord. C'est du beurre doux?
Du beurre doux, oui. Parce que c'est à cette étape-là qu'on pourrait, si on veut, rajouter du beurre salé pour faire un caramel beurre salé. On pourrait, ouais. Donc là, on aurait de nouveau une autre saveur qui s'ajoute à notre caramel. Donc là, on va pouvoir le débarrasser. Donc toujours faire attention, c'est très chaud. Hein. Donc là, on le verse juste dans un récipient pour le réserver au frais, c'est ça? C'est ça, exactement. Ok, et puis on peut le mettre au frais chaud tel quel Oui. Ok, super. Et on en profite pour récupérer la pâte feuilletée. Exactement. Alors pour ceux qui n'ont pas envie de la faire, parce que la pâte feuilletée c'est quelque chose de très compliqué à réaliser, compliqué non mais long, plus complexe, oui. Voilà, très long à réaliser. Donc on peut prendre une pâte déjà toute faite, donc qu'on trouve dans le commerce, ou encore mieux qu'on achète directement en boulangerie. Ouais. Donc c'est une pâte feuilletée classique. Une pâte feuilletée classique, une pâte bien froide, pour qu'on puisse bien la foncer après dans notre moule. Pas hésiter à retourner pour pas que ça colle. Voilà, donc là j'ai ramené le Piglit de la boulangerie. Bon, ça, il n'y a pas forcément tout le monde qui l'a à la maison. Ouais, mais je vois pas du tout ce que c'est. Moi, on dirait plus un outil de torture. J'espère que c'est pas ça, mais j'ai rien fait de mal. Non, en fait, on va passer dessus sur la pâte. Ok. C'est ce qui va permettre en fait à la pâte de pas se déformer en fait. Ok, cool. C'est pour remplacer la fourchette. C'est ça. C'est un peu plus rapide. Oui. Donc là, on va graisser notre moule. Ça, c'est trop cool. On renroule notre pâte. Et donc là, on va bien chercher le fond du moule pour être bien pour avoir une belle forme après quand ça sort de cuisson. Et pour faire notre joli bord, on passe avec le rouleau. Et voilà. Super. Donc là, on a notre pâte qui est prête dans le moule. Et il faut surtout la repasser au frais. Même à la limite, la passer au congélateur. Parce que le flan qu'on va préparer après, il va être très chaud. Donc pour éviter que la pâte, elle redescende sur les bords, il faut vraiment qu'elle soit bien saisie. Ok, super. Du coup, on va pouvoir la mettre au frais. Donc notre première étape, on va dire, de préparation est terminée. La deuxième étape, ça va être le flan, la préparation du flan. Et pour ça, on va utiliser du lait de ferme. Alors avant de découvrir comment on va préparer ce flan, je vous laisse d'abord regarder un petit sujet sur la ferme Meyer à Hébrin, la ferme Meyer à Hébrin qui prépare justement du lait de ferme. Regardez. Un bon lait cru ou encore des fromages fabriqués directement à la ferme, c'est ce que vous propose Vincent Meyer et sa sœur Christiane dans la boutique de leur exploitation familiale laitière et céréalière bio à Hébrin-Tentelin tous les vendredis soirs et samedis matins. Christiane a suivi une formation de fromagère et Vincent est un agriculteur passionné. Il lui arrive d'ailleurs de faire des visites pédagogiques de la ferme avec des élèves de collège. Ils ont fait une conversion bio en 2016 et la qualité de vie de leurs 75 vaches laitières est très importante. Les bêtes sont au pâturage d'avril à octobre et sont rentrées ensuite. Elles sont nourries exclusivement d'herbes et de céréales issues de la ferme. Alors, la deuxième étape de notre préparation, ce sera de faire le flan, j'imagine. Oui, c'est ça. Donc voilà, on a placé déjà notre lait dans la casserole. Donc on va tout de suite allumer le feu d'ailleurs. Voilà, on va le faire chauffer. Comme ça met un peu de temps, comme ça on fait notre mélange en même temps. Alors, pour notre mélange, on met déjà la moitié du sucre avec dans le lait. D'accord. Ça va nous éviter en fait que le lait accroche dans le fond de la casserole. Ok, super. Donc là, il faut qu'on le fasse porter à ébullition ou... Oui, là en fait on va attendre que le lait bout. D'accord. Et une fois qu'il bout, on va verser une partie sur notre préparation pour la réchauffer. Ouais. Et on remet tout en casserole après. C'est un pudding en fait, c'est ça? C'est ça. Ok. Donc là, on met nos jaunes, des œufs entiers, notre deuxième partie de sucre. Là, en fait, il faut tout de suite bien mélanger pour éviter d'avoir des grumeaux. Une fois qu'on a notre mélange là, on peut rajouter le dernier ingrédient, la poudre à crème. Donc c'est ce qu'on va trouver sous forme de sachet pudding. Voilà, ouais. C'est ça. Donc là pareil, on remélange bien. Et on attend notre lait. Donc là quand il commence à monter,
On va pouvoir le descendre du gaz. On verse une partie dans notre préparation. On remet le lait à bouillir. Et on repart en cuisson. Donc là, il faut bien remuer. C'est le deuxième moment où on peut avoir les grumeaux qui se forment. Donc là, l'idée, c'est qu'il épaississe. Voilà. Et on voit que ça vient vite quand même. Il a déjà pas mal épaissi. Donc là, quand on voit que ça bout et que commence à tenir sur le fouet, on va pouvoir le retirer du gaz. Ok. Ensuite, on va aller chercher notre caramel. Ok. Et on va venir le verser tout doucement. Et donc là, on a notre préparation en caramel qui est prête à verser dans la pâte. Super. Et on verse. Super. Ça donne trop envie. On est obligé de la cuire, on peut pas la manger comme ça tout de suite. Tout de suite, ça risque d'être un peu chaud. C'est vrai. Après, voilà, on lisse un peu avec une palette ou une maryse qu'on a à la maison. On avait oublié de parler d'une étape, c'est qu'on a préchauffé le four pendant que le lait était en train de cuire. Donc on l'a préchauffé à 150 degrés. 150, oui. Et puis là, on va pouvoir l'enfourner pour combien de temps? Ça met quand même 1h, 1h15. Ok. Après, selon les fours, il faut ajuster, faut voir. Ok, ça marche. Est-ce qu'on a un moyen de vérifier que le flan est bien cuit? En fait, on va venir voir, on va le secouer, on va voir si ça a pris. Voilà, okay, c'est ça. Et puis on verra aussi au niveau de la coloration de la pâte autour. Ok, super. On va pouvoir enfourner et puis on va surveiller ça. Hop. Super. Et là, on va avoir du coup 1 heure devant nous, si j'ai bien compris. Donc, tu vas avoir tout le temps d'aller répondre à nos petites questions qui sont cachées dans notre frigo. Donc, dans notre frigo, pardon. Donc, je te laisse y aller. Ok, c'est parti. Comment es-tu arrivée dans le monde de la pâtisserie? Par amour. Non, à la base, je suis pas du tout du métier. J'avais fait des études de traduction. Et finalement, en 2012, on s'est installé avec mon mari. Et de fil en aiguille, j'ai pris les commandes et puis j'ai fait la pâtisserie et j'ai passé mon CAP l'année dernière. Ensuite, comment avez-vous réagi lorsque M6 vous a contacté? Surpris, mais on a tout de suite été super emballés. Et puis on s'est lancé. On a dit oui et puis on s'est dit que ça allait être un bon moment à passer ensemble et avec l'équipe. Quel a été votre plus grand défi dans l'aventure de la meilleure boulangerie de France? De garder le secret. Parce qu'en fait, comme tout était filmé d'avance et on a quand même voulu garder un peu la surprise pour tout le monde autour de nous. Donc il va du moment du tournage jusqu'à la diffusion, on était bouche cousue. Et ça a été le plus grand défi. Alors notre tarte est maintenant sortie du four et il nous reste une dernière étape juste pour le finish, on va dire, de la préparation. Alors dis-nous tout. Alors on a préparé un petit nappage. Donc maintenant à la maison on trouve ça aussi sous forme de petits sachets en magasin. Ouais, d'accord, ok. Donc c'est à diluer avec de l'eau et puis c'est ce qu'on met aussi sur les tartes aux fruits. D'accord, oui, juste pour glacer, le brillant, un nappage brillant. C'est ça. Donc là on l'a juste fait chauffer pour qu'il soit tout liquide. Donc là, on va juste avec le pinceau, on met une petite couche. Ça enlèvera un peu le côté un peu rugueux. Oui, parce que le flan, il fait toujours une petite pellicule. C'est ça. Ensuite, on laisse un tout petit peu refroidir. D'accord. Et on arrive à la touche finale. Là, en fait, on se prend un petit bol un peu plus petit que le moule qu'on avait. Hop. Et avec du sucre glace, on va tapoter autour et on enlève ça. Trop chouette. Et voilà. Là, on a notre tarte qui est terminée. Exact. En tout cas, ça donne envie. Elle a l'air super belle. Et puis, quand on mélangeait le caramel tout à l'heure, il y avait vous le sentez pas, mais il y a une super odeur dans la cuisine. Donc, j'ai hâte de goûter ça. Mais Christina, je te dis un grand merci d'avoir participé à notre émission. Merci à vous. Je t'invite à revenir quand tu veux. C'était avec grand plaisir, en tout cas, que j'ai découvert cette recette.
Et puis pour nos téléspectateurs qui ont envie de refaire cette recette, je vous invite à trouver tout ce qu'il vous faut sur notre site internet www.mosaïque-cristal.tv. Et puis pour découvrir d'autres spécialités de la boulangerie, vous avez plus qu'à vous rendre à Putelange-au-Lac. Est-ce qu'on peut donner l'adresse de la boulangerie? Alors c'est au 43 rue Wilson à Putelange. Ok, super. Alors rendez-vous tous là-bas. Et puis je vous souhaite encore de passer une très bonne journée et à très bientôt.